La première fois que les soldats allemands ont réellement mesuré la force avec le réservoir Sherman, c'était dans une bataille décisive en Europe, mais dans les vastes déserts de l'Afrique du Nord. Lorsque les troupes d'Africa Corps ont progressé à travers les sables brûlants, ils étaient déjà habitués à surmonter le Lamblin des Britanniques avec des tactiques plus élevées. Mais alors une nouvelle menace est née, a atterri apparemment sans fin de trains alliés, le M4 Sherman, fabriqué aux États-Unis. À première vue, cela ne semblait pas intimidant. Sa forme était carrée, son armure n'était pas invulnérable et son canon n'a pas dépassé celui de Panzer IV allemand, encore moins le redoutable Tigre. Le choc, cependant, n'est pas venu d'un seul réservoir, mais de leur inondation. Chaque Sherman détruit a été immédiatement remplacé par un autre, comme si la machine de guerre américaine ne cessait de fonctionner. Les officiers allemands ont commencé à marmonner les uns avec les autres qu'ils ne combattaient pas les chars mais contre la force industrielle d'un continent entier. Ceux qui ont affronté le Sherman en Tunisie n'ont jamais oublié la régularité effrayante avec laquelle ils sont apparus à nouveau. Après le combat qui a décimé des formations alliées, les Allemands s'attendaient à une pause, à un moment pour réorganiser les forces ennemies. Au lieu de cela, de nouveaux Sherman ont avancé sans arrêt, ces chenilles enlevant le sable sous forme de cicatrices fraîches. Même les rapports de commandants comme Rommel se sont inscrits avec crainte que les Alliés ne semblent hors de propos, les remplacements sont intervenus. Pour les troupes entraînées à la doctrine des batailles décisives, cette réalité était un cauchemar. Même lorsqu'ils ont dépassé l'ennemi en tactique ou en puissance de feu, la marée numérique n'a jamais reculé. Lorsque la guerre a déménagé en Europe, cette impression est devenue sûre. Dans les clôtures bruyantes de la Normandie, les soldats allemands s'accroupissent aux côtés de leurs armes anti-chars, écoutant le ronflement des moteurs qui s'approchent. Ils ont décrit comment les colonnes de Sherman semblaient germer de nulle part, émergeant derrière chaque verger et ferme. Un Tigre pourrait détruire 3, 4 Sherman en une seule confrontation. Mais les Allemands savaient, en quelques heures, ils sont apparus, avec de nouveaux équipages et moteurs à rugissement. C'était comme si le champ de bataille lui-même les avait générés. Les chiffres étaient si absurdes que certains ont même demandé comment une production de cette taille était possible. Ils avaient vu les usines allemandes réduites en décombres avec des attentats alliés et savaient combien il coûtait pour remplacer un seul Panzer. Voir les Alliés matérialisant chèrement aux centaines secoua le cœur de leur morale. Les témoignages d'après-guerre révèlent comment ces expériences ont profondément marqué la mémoire allemande. Un soldat d'infanterie se souvint de fixer son regard sur la carcasse carbonisée d'un Sherman, juste pour voir 3 autres apparaître à l'horizon quelques minutes plus tard, ces mitrailleuses qui balayaient le terrain. C'était comme couper la tête d'une hydra, a écrit, chacun détruit, plus apparu. Même ceux qui se moquaient de Sherman pour leur supposée fragilité ou conception inférieure ne pouvaient ignorer la vérité cruelle, leur plus grande arme n'était ni le canon ni le bouclier, mais la machine industrielle des États-Unis derrière elle. Jusqu'à la fin des campagnes en Afrique et en France, de nombreux soldats allemands ont perdu l'illusion selon laquelle les compétences, le courage ou les armes supérieures pourraient compenser la différence. Sherman a prouvé que la guerre était non seulement verrouillée sur les champs de bataille, mais aussi sur les lignes de production à des milliers de kilomètres. Et à cet égard, l'Allemagne avait déjà perdu avant même le premier coup. L'impact de cette constatation n'a commencé à s'installer que lorsque le conflit s'est approfondi en Europe. Lorsque Franklin Roosevelt a appelé les États-Unis l'arsenal de la démocratie, beaucoup en Allemagne, ils ont exclu la simple propagande. Mais à mesure que la guerre avançait, soudés en première ligne et que les officiers du siège ont commencé à comprendre le vrai sens de ces mots. Les États-Unis avaient et transformé en une gigantesque ingénierie de production de guerre, quelque chose que l'Europe n'avait jamais été témoin. Alors que les usines allemandes étouffaient sous les bombardements et la rareté de l'acier, du caoutchouc et de l'huile, les États-Unis ont converti ces constructeurs automobiles, chantiers navals et aciélés en une seule machine de guerre. Détroit, autrefois synonyme de Ford et Chrysler, est devenu le cœur pulsé de la fabrication de chars. Des tapis roulants qui produisent des voitures civiles crachent désormais des troupes à l'étranger. Les Sherman sont sortis des lignes de montage de séquences impitoyables, telles que les engrenages d'une horloge. Ce qui a surpris les observateurs allemands, ce n'était pas seulement la vitesse de cette reconfiguration, mais son échelle monumentale. Des villes entières semblaient exclusivement dédiées à l'industrie de la guerre. Le géant de Ford Willow Run a fait des bombardiers à un rythme qui a même laissé les Alliés béants, tandis que Détroit Arsenal de Chrysler a produit chèrement à des milliers de personnes. Les États-Unis avaient des ressources que l'Allemagne pouvait à peine imaginer, les frontières intactes par des invasions, des usines de bombardement, des fournitures ininterrompues en acier, en pétrole, en caoutchouc et en travail. Les officiers allemands ont réalisé, souvent trop tard,
qu'ils étaient confrontés à une nation capable de produire plus de matériel de guerre en un mois que le Reich en a obtenu en 6. Dans le champ de bataille, les conséquences étaient indéniables. Les rapports d'Africa Corp ont mentionné à quel point Sherman a réapparu Sherman de combattant des semaines plus tard, frais à partir de lignes de production américaines. Des documents capturés et des briefings de renseignement ont circulé parmi les commandants allemands, décrivant la mobilisation industrielle au-delà de l'Atlantique avec des nombres serrés, des milliers de chars produits par an, avec des plans d'expansion encore plus importants. Les soldats qui déplaçaient auparavant Sherman en tant que réservoir médiocre ont commencé à se mettre mal à la compréhension que la médiocrité de masse pourrait écraser les unités blindées les plus avancées de l'Allemagne. Dans les conversations derrière the scene, les officiers ont comparé le système de production de la guerre américaine avec les leurs. L'Allemagne dépendait de la main-d'œuvre spécialisée, des projets complexes et était vulnérable au bombardement, faisant de chaque réservoir un bien précieux et presque irréprochable. Déjà les Américains traitaient comme des chars comme des munitions, outils jetables, utilisés, perdus et remplacés dans un flux continu. Un tigre pourrait terroriser n'importe quel équipage de Sherman, mais les Allemands eux-mêmes ont reconnu les mathématiques implacables derrière, 10 Sherman ont été fabriqués, transportés et déployés à l'époque où un seul tigre est sorti de l'usine. Cette réalité s'est répandue parmi les troupes allemandes comme une ombre, la compréhension que l'équilibre de la guerre n'a pas été décidé par l'héroïsme, mais par la capacité industrielle. L'expression « arsenal de la démocratie » n'est plus un slogan pour devenir une vérité tangible, sentait chaque fois qu'un autre Sherman entrait sur le champ de bataille. La puissance de la production américaine n'était plus abstraite, c'étaient des chenilles en acier déchirant les champs français, les tours de canon tournant vers lui et les moteurs incessants de moteurs alimentés par une nation qui avait rendu toute son économie à la guerre. Pour les soldats qui ont regardé Battlefield Horizon, les États-Unis ne ressemblaient plus à un adversaire éloigné. Le pays n'était plus un adversaire éloigné, mais une marée industrielle imparable, avançant avec une précision mécanique qui a écrasé toute résistance. Ce qui a vraiment gelé le sang des commandants allemands, ce n'était pas seulement l'échelle de la production américaine, mais l'ingénierie derrière elle. Telle une machine de guerre bien en huile, elle a transformé la matière première en destruction avec une efficacité presque surnaturelle. Alors que l'Allemagne dépendait d'un réseau fragmenté d'usines et d'ateliers, où chaque Panzer était monté avec les soins artisanaux d'un horloger, les États-Unis avaient élevé la ligne de montage à un formulaire aérien. Vous guerre. Le point de vue d'Henry Ford, pièces standardisées, composants interchangeables, production de flux continu, n'était plus un concept industriel, mais l'épine dorsale d'une armée. Sherman incarnait cette philosophie, assez simple pour être construite en semaines, suffisamment résistante pour endurer l'enfer des batailles, et si uniforme que tout mécanicien de campagne pourrait le réparer avec des yeux aux yeux bandés. Dans les hangars allemands, chaque Tigre ou Panthère était une œuvre unique, avec des variations subtiles qui nécessitaient des ingénieurs spécialisés et des pièces sur mesure. Une courroie de distribution cassée ou un tuyau de canon endommagé pourrait immobiliser un réservoir pendant des jours, en attendant des composants qui pourraient ne jamais arriver. Sherman était comme un Ford Model T blindé, une transmission cassée. Une nouvelle boîte a été retirée, identique dans chaque vis, chaque soudure. Les équipages américains ont appris rapidement que, même sous les tirs croisés, leur mécanisme pouvait retourner un réservoir détruit en première ligne en quelques heures. Pour les soldats allemands, habitués à attendre des semaines pour les réparations, c'était comme regarder un miracle, ou un cauchemar sans fin. Les rapports avant ont apporté des observations de plus en plus inquiétantes. En France et en Italie, des équipes de récupération alliées ont traîné chèrement détruit derrière les lignes et, quelques jours plus tard, ils sont revenus au combat, à la viande et aussi mortelle qu'auparavant. Ce n'était pas seulement la quantité de chars qui descendaient des navires américains, mais la vitesse à laquelle les pertes ont été remplacées et les dégâts supprimés. Un Tigre pouvait anéantir 5 Sherman en un après-midi, mais le lendemain matin, les 5 nouveaux sont apparus à sa place, tandis que le Tigre Tacite attendait des pièces qui ne sont jamais arrivées ou du carburant qui s'évaporation dans des dépôts bombardés. Les soldats allemands ont commencé à réaliser qu'ils n'ont pas combattu de chars. Ils se sont battus contre un système qui s'auto-réévaluait, une hydra mécanique dont les coupes ont réduit en quelques jours. Et cette efficacité ne s'est pas arrêtée dans les usines. L'armée américaine avait perfectionné une logistique précise que ses chaînes de montage, chaque Sherman a atterri en Europe et venu avec des outils à main standardisés et détaillés et des parties qui permettaient la réparation même entre les mains de recrues inexpérimentées. Les officiers de renseignement allemands, lorsqu'ils ont intercepté des rapports alliés, étaient terrifiés par le contraste. Alors que leurs propres chaînes d'approvisionnement sont passées sous bombardement et rareté, les Américains semblaient avoir une boîte profonde, du carburant et des composants, coulant derrière leur division protégée comme une rivière inépuisable.
Dans les tranchées orientales, où les soldats ont entendu parler de ce système à travers des documents capturés et des transmissions ennemies, la question était inévitable: combien de temps leur propre machine, épuisée et corrigée, résiste à une telle abondance méthodique? La normalisation a également façonné l'état d'esprit au combat. Sherman Cruz a avancé avec audace que seule la certitude du remplacement pourrait donner. Les tankies allemands, en revanche, ont traité leurs Panzers comme des reliques redressement pour les préserver, hésitant à risquer une confrontation qui pourrait les détruire. Au fil du temps, cette différence psychologique érode la morale sous forme d'acide. Pour l'infanterie allemande, chaque bataille contre le Sherman semblait repartir de zéro, avec les Américains toujours en vigueur, comme si les victimes de la veille n'avaient jamais existé. Le rythme implacable des remplacements est devenu un tambour de guerre qui résonnait au-delà des canons, les acouphènes des usines de milliers de kilomètres, dictant la boussole de la défaite. Alors que les troupes allemandes se sont noyées dans l'inondation de Sherman en Afrique du Nord et en Europe occidentale, un autre coup les a frappés des steppes gelées orientales. Les rumeurs, alors confirmées par des rapports désespérés, ont révélé que l'Union soviétique, toujours redoutable avec son TE-34, dont les boucliers et les mobiles inclinés. L'âge les a rendus mortels. Il a reçu des Shermans américains dans le cadre du programme de location de prêt. Pour les officiers allemands sur le front oriental, c'était comme un coup de poing dans l'estomac. Il était suffisant pour affronter les essaims TE-34 sans fin, dont le design supérieur et la production de masse les ont mis en désavantage numérique et tactique. Désormais, des colonnes de stars rouges peintes sont venues à côté d'eux, épaississant les divisions blindées qui progressaient sans pitié à l'ouest. Le renseignement allemand a confirmé, les chars américains ont traversé l'Arctique dans des trains risqués, descendus à travers les routes perses et sont arrivés intacts aux mains soviétiques, multipliant la puissance d'un ennemi qui les a déjà écrasés par le poids des chiffres. Dans les tranchées gelées, où des soldats allemands s'accrochant à la croyance que leur supériorité tactique et leur discipline pouvaient compenser l'infériorité matérielle, l'opinion du Sherman avec des marques soviétiques était un coup de démolition. Il ne combattait plus un géant industriel, il était confronté à deux. L'industrie soviétique a déménagé à l'est de l'Oural et travaillant à un rythme fiévreux, crachant déjà des chars à des milliers de personnes. Les Américains le fournissant, le déséquilibre est devenu une condamnation à mort stratégique. Dans War Diaries, les soldats ont décrit la scène surréaliste, Sherman avec la Red Star avançant côte à côte avec le TE-34, une alliance mécanique qui unit de l'acier américain avec une fureur soviétique. C'était une ironie cruelle, le réservoir qu'ils avaient dû faire face sous le drapeau britannique est maintenant revenu sous un autre insigne, aussi grand et aussi implacable qu'auparavant. Mais l'impact a dépassé le champ de bataille. La présence de Sherman dans les mains soviétiques a secoué la confiance allemande dans leurs propres évaluations du renseignement. Ils ont sous-estimé la capacité américaine, croyant que les Alliés ne pouvaient pas soutenir une production aussi massive tout en fournissant la Grande-Bretagne et combattue dans le Pacifique. Cependant, la réalité en première ligne a raconté une autre histoire. Si les États-Unis pouvaient envoyer des milliers de Sherman à travers des océans infestés sous-marins, ce qui remet en question l'hiver arctique et les routes perses hostiles, quelle limite existait pour sa gamme industrielle? Cette question a hanté les stratèges de Reich. Alors que l'Allemagne avait tout investi dans des machines puissantes mais complexes, comme Panther et Tiger, qui ont dévoré les ressources et le temps, les Américains ont simplement produit plus de chars que l'ennemi ne pouvait détruire. Et maintenant, ils ont mis en place le plus grand adversaire de l'Allemagne avec eux. Les soldats allemands eux-mêmes pouvaient à peine croire. Certains ont indiqué que les équipages soviétiques ont salué la fiabilité de Sherman par rapport aux anciens modèles de l'armée rouge, un large espace interne, des radios efficaces, une suspension douce, des qualités qui, même si elle n'était pas invincible, la rendaient résistante, prévisible et, surtout, disponible. Dans un conflit où l'Allemagne a lutté contre la rareté à chaque kilomètre, l'effet psychologique était dévastateur. Sherman avait cessé d'être juste une arme américaine. Il était devenu le symbole d'une alliance que United comptissant, un équipement sur une machine de guerre mondiale qui a rendu des réservoirs plus rapidement que l'Allemagne pourrait les détruire. À l'est de l'Est, où l'hiver était déjà un ennemi implacable, la vue de ces tours de canon estampillées de la faux et du marteau était un rappel brutal: Reich n'a pas combattu les nations. Combattu contre un monde. Sur les routes poussiéreuses de la France, chaque nouveau moteur à l'horizon a été un autre coup moral pour les troupes allemandes. Ce n'étaient pas seulement des réservoirs qui avançaient, c'étaient les engrenages visibles d'une machine de guerre sans cesse, jamais fatiguée, jamais retirée. Les Sherman ne sont pas arrivés dans des pelotons, ils sont arrivés à Tide, une inondation mécanique qui a avalé des divisions entières sur leur chemin. Les anciens combattants d'Africa Corp, endurcis par le soleil brûlant et le sable traître,
sont maintenant confrontés à un ennemi qui ne s'est pas battu avec tactique. Ah, mais avec les mathématiques. Chaque tigre abattu était un chef-d'œuvre de l'ingénierie perdu pour toujours, chaque Sherman a détruit, une pièce jetable dans un jeu où les règles avaient été réécrites. Les Allemands pourraient gagner des batailles, et souvent le faisaient, avec une précision mortelle qui a laissé des champs de bataille couverts de carcasses fumantes. Mais la victoire n'avait plus la même saveur. Parce que le lendemain, les Américains sont revenus. Et toujours revenus. Les ordres de Berlin ont obligé chaque Panzer à préserver en tant que trésor de guerre, chaque grenade sauvée, chaque mouvement calculé pour maximiser les dommages. Mais comment calculer l'immense? Comment économiser de l'argent lorsque l'ennemi a gaspillé des chars comme des balles? Les rapports des commandants du terrain étaient unanimes dans leur ton sombre, nous ne pouvons pas surmonter une guerre par friction contre un adversaire qui ne ressent pas la friction. Les divisions Panzer, une fois que le marteau qui a écrasé les armées en quelques semaines, a maintenant été réduit à des actions de confinement, essayant de tenir une ligne qui a été désintégrée sous le poids d'une production industrielle qui a transformé la défaite en statistique. Et puis est venu l'hiver 1944. Dans les Ardennes, où la neige aurait dû être alliée des défenseurs, les Shermans sont réapparus, cette fois peints en blanc, camouflés comme des fantômes parmi les pins. Les Allemands, qui avaient l'élément surprise et le terrain hostile pour transformer le jeu, se sont heurtés à la même réalité implacable, derrière chaque colonne américaine, il y avait 10 autres attentes à leur tour. Les Tigers, cachés dans les forêts, ont massacré Sherman à des distances où les canons américains ne pouvaient même pas riposter. Mais pour chaque réservoir allié détruit, 2 autres sont apparus sur les routes, comme s'ils sortaient du sol gelé lui-même. Des soldats de Wehrmacht, qui avaient déjà appris à craindre le son des moteurs Pratt et Whitney dans le ciel, tremblant maintenant quand il a entendu les chenilles sur les routes. Ce n'était pas des craintes d'un combat équitable, c'était la terreur de savoir que, peu importe à quel point ils se débattaient, l'ennemi aurait toujours plus de chars, plus de munitions, plus d'hommes. Tout le reste. Un lieutenant de la première division Panzer SS, dans une lettre interceptée par les Alliés, a résumé le sentiment qui s'est propagé, nous sommes des artisans dans une guerre des usines. Et les usines gagnent toujours. Lorsque le printemps de 1945 est arrivé, Sherman n'était plus seulement un réservoir. C'était le ver d'un empire. Dans les ruines des villes allemandes, où les divisions victorieuses du Reich étaient autrefois défilées et sans fin colonnes conjoncables d'acier vert olive, indifférentes à la résistance, implacables en mars. Les derniers défenseurs épuisés et sans munitions ont examiné ces machines et savaient, ils n'ont pas été vaincus par des armées. Ils ont été écrasés par une époque. Et Sherman, humble dans sa conception mais invincible dans sa quantité, a roulé en avant, non pas comme un symbole de supériorité technique, mais comme la preuve définitive que, dans la guerre moderne, la victoire appartient à la nation qui transforme la production en destination. Cet acier peint n'était pas seulement du métal, c'était l'écho d'un géant qui, de l'autre côté de l'Atlantique, a continué à forcer, à embarquer, à inonder le continent d'une marée de machines. Le courage, l'expérience et le génie tactique sont tombés sur un adversaire qui avait réduit la guerre à une équation industrielle. Pour de nombreux Allemands, cette perception a été le véritable tournant, le moment où la lutte n'était plus pour la victoire et est devenue pour la survie. Alors que la guerre traînait au cours de ces dernières années, l'abîme entre les philosophies du combat s'approfondissait. Les États-Unis ont adopté la production de masse comme dogme, l'Allemagne, en revanche, est tombée sur l'illusion de la supériorité technique, en otage à des projets complexes et surchargés. La Panther et le Tiger étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie, pistolets dévastateurs, boucliers impénétrables, optiques de précision chirurgicale. Mais chacune de ces merveilles avait son prix. Heures de production sans fin, ressources rares, échecs mécaniques. CAS chronique. Alors qu'un tigre est sorti des chaînes de montage après des semaines de travail, des dizaines de Sherman traversaient déjà l'océan vers les champs de bataille d'Europe. Au siège allemand, le doute a corrodé, certains ont juré que la qualité triompherait, qu'un tigre valait 10 Sherman. D'autres, plus lucides, ont vu les mathématiques implacables de la guerre. Un réservoir, aussi mortel, est aussi efficace que la logistique qui le soutient. En pratique, les tigres étaient peu nombreux, souvent immobilisés par le manque de carburant ou de pièces. Sherman, dans sa simplicité brutale, a été fixé dans le champ ouvert, remplacé en jour, fait en quantité que l'Allemagne n'a même pas rêvé d'égaliser. Les soldats en première ligne ont appris cette leçon sur la peau. Ils ont vu leur réservoir lourd redouté paralysé par des émissions cassées, tandis que les Américains semblaient matérialiser des colonnes Sherman entières de nulle part. L'obsession allemande pour l'innovation est devenue un piège.
Les usines ont gaspillé les ressources dans les prototypes et les améliorations qui ont dévoré le temps. Les ingénieurs ont conçu des boucliers plus épais, des canons plus puissants, mais chaque amélioration a déplacé la production. Les Américains parient à leur tour sur la normalisation. Sherman n'était pas fait pour être le meilleur, il a été fait pour être assez bon en nombre écrasant. Cela a laissé les officiers allemands perplexes, utilisés pour mesurer la guerre pour la précision d'une horloge suisse. Mais en 1944, le champ de bataille a révélé le coup de la perfection. Un bataillon de tigres pourrait freiner une avance alliée, pendant quelques heures. Jusqu'à l'arrivée des remplacements, et l'avantage s'est évaporé, laissant les Allemands entourés, dépassés, condamnés par la rareté elle-même. La différence a sauté dans les yeux dans les chaînes d'approvisionnement, les unités allemandes attendues des semaines pour les remplacements, tandis que les pièces de remplacement ont été stockées comme reliques. Les Américains, cependant, ont transporté des boîtes de composants et de systèmes de logistique conçus pour le remplacement continu. Leurs équipages savaient que leurs chars étaient jetables, et c'est précisément cette disposition qui leur a donné la liberté. Ils ont attaqué avec audacity, certains que les pertes seraient remplies. Les Allemands, au contraire, ont hésité, conscients que chaque Panzer détruit était une blessure ouverte que Reich ne guérirait jamais. La dynamique de la guerre a changé non seulement par la puissance de feu, mais par la psychologie. Un côté a eu du mal comme si les réservoirs étaient des bijoux rares. L'autre les a traités comme des munitions, fabriquées en série, dépenses sans remords. À la fin de 1944, de nombreux soldats allemands ont compris que l'obsession de leurs dirigeants par la complexité les avait condamnés. Ils pouvaient battre des escarmouches, une embuscade Sherman dans les villages ou les désintégrer avec des canons de 88 mm, mais ce sont des victoires vides. Les Américains ont simplement produit plus. Sherman, initialement méprisé comme un projet médiocre, est devenu un cauchemar précisément parce qu'il remet en question la croyance allemande que la qualité dépasse la quantité. C'était la preuve que dans la guerre moderne, les chiffres dictent le sort. Le Reich, des hommes et des ressources saignants, a réalisé trop tard que l'innovation sans production de masse était un moyen de sortir de l'abîme. Lorsque le printemps de 1945 est arrivé, la vérité était indéniable, Sherman était devenu le symbole d'une avance alliée imparable. Pour les soldats allemands enlevés, que la silhouette verte olive n'était pas seulement un autre réservoir ennemi, c'était le rappel tangible que les usines américaines les avaient écrasés par la force pure de la production. Même lorsque leurs Tigers et Panthers ont détruit des dizaines de Sherman en une seule journée, ils savaient que triomphe était éphémère. En quelques semaines, parfois en quelques jours, de nouvelles colonnes sont apparues à l'horizon, leurs moteurs rugissant avec la certitude d'inévitabilité. La guerre n'était plus un duel de stratégie, mais un test de résistance, et la résistance n'a pas été décidée sur les tranchées, mais pour la forge, dans les tapis roulants, dans les chantiers navals du monde entier. Les vétérans admettent plus tard que l'arme la plus mortelle de Sherman. Ce n'était pas votre canon, votre bouclier ou votre vitesse. C'est le système qui l'a maintenu en vie. Les Américains avaient redéfini la guerre moderne en prouvant que la simplicité, la normalisation et la production de masse pouvaient anéantissant les machines les plus avancées. Pour les soldats allemands, Sherman n'est plus un adversaire. Il est devenu le visage mécanique de la puissance industrielle américaine. Chaque fois que l'on apparaissait à l'horizon, chuchota la même phrase, « Vous ne pouvez pas suivre le rythme ». Le Reich, avec sa précision légendaire, son art d'ingénierie, avait été dépassé par une philosophie qui appréciait l'échelle sur le génie. Les lettres sauvées des fronts révèlent le poids de cette constatation. Certains tanquis ont maudit leurs dirigeants pour avoir poursuivi des armes miraculeuses tout en ignorant le besoin de chiffres. D'autres se sont rendus au fatalisme, notant que l'ennemi a eu du mal avec une confiance née d'un remplacement infini. L'infanterie a avoué se sentir vaincue avant même le combat, sachant que peu importe le nombre de Sherman abattus, il y en aurait toujours plus. Aujourd'hui, l'héritage de Sherman bien sûr, ce n'était pas le réservoir de guerre le plus puissant, ni le plus avancé technologiquement. Mais incarnait quelque chose de plus grand, la capacité de l'industrie à dicter le cours de l'histoire. Les officiers allemands qui ont survécu réfléchissent, amers, que son pays avait essayé de construire des armes parfaites pendant que l'ennemi construisait suffisamment d'armes. En fin de compte, les Alliés n'ont pas gagné parce que leurs chars étaient invincibles. Ils ont gagné parce qu'ils étaient inépuisables. Pour les soldats allemands, la mémoire de Sherman a persisté longtemps après le silence des armes. Il a représenté la preuve du feu que la guerre moderne ne décidait plus de la luminosité individuelle, de la tactique de génie ou de la supériorité technique. Il a été décidé par la capacité d'une nation à produire, à reconstituer, à soutenir à une échelle qui rendait obsolète l'idée même de l'héroïsme traditionnel.
Sherman n'était pas un réservoir. C'était une usine sur les chenilles, l'incarnation d'une nouvelle ère, où la guerre n'appartenait plus aux Warriors, mais aux machines qui n'ont jamais cessé d'être nées. C'était le tournant définitif dans l'art de la guerre, un monde dans lequel le gagnant ne serait plus celui qui a mieux lutté, mais celui qui a produit le meilleur. Le champ de bataille avait cessé d'être une scène de gloire et est devenu une chaîne de montage sans fin, où chaque pièce cassée a été immédiatement remplacée par 10 autres, identiques, implacables. La victoire ne signifie plus dans le courage ou la stratégie, elle a été médiée en tonnes d'acier, en kilomètres de tapis roulants, dans la capacité d'inonder l'ennemi d'une marée métallique que même le meilleur général ne pouvait pas contenir. Peu importe à quel point le plan, la tranche de l'épée ou la façon dont le soldat est vif, lorsqu'une nation pouvait cracher des réservoirs comme une forge infernale, l'idée même de la supériorité est dissoute dans le bruit assourdissant des machines. La guerre n'appartenait plus aux forts. Appartenait à ceux qui n'ont jamais cessé de fabriquer.